On a déjà entendu des informations très pertinentes, très intéressantes et une excellente introduction et framing de la situation par Rémi Bastien. C'était super. Je partage mon écran. Euh, et je mets en fonction présentation. J'espère que ça marche On bien. voit très bien, oui, c'est Oui, très, très bien, très clair. oui, quelquefois il ne veut pas, mais on commence. Alors, bonjour et merci de votre intérêt dans ce thème. Beaucoup des informations que Rémi Bastien a données s'appliquent bien sûr aussi sur la logistique et sur le transport de marchandises, mais il y a aussi quelques différences et je vais parler un peu des côtés spéciaux du transport de marchandises. Je vais aussi introduire quelques solutions qu'on peut déjà voir, surtout en Europe, pour comment résoudre le problème qu'on a vu. Il y a de plus en plus des gens, il y a de plus en plus de monde de transport et d'autre côté, il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie. Alors, quel est un peu d'arrière-plan? Où est-ce qu'on est? Vous voyez ici un développement du transport de marchandises au niveau international. Ce sont les exports et imports des G20. On voit très, très bien que c'était une augmentation continue jusqu'à 2018. On voit aussi très, très bien l'arrêt ou la diminution causée par le Covid en 2019-2020. Mais comme on voit à la dernière étape, ça remonte. Et si on regarde le développement qu'on a eu jusqu'à 2018, on peut expecter que ça continue à augmenter. Et si vous avez cet transport de marchandises au niveau international, ça a aussi des implications au niveau national, régional et là où on habite, où on vit. Alors, une autre chiffre que j'ai trouvé assez important à faire voir, à partager avec vous, c'est la chiffre d'affaires annuel de e-commerce en France, le développement de 2005 à 2018 en milliards d'euros. Aussi là, on voit une forte augmentation. Euh, les livraisons des achats en ligne, ils sont souvent faits à la maison, soit à des centres de livraison dans la proximité, mais normalement, ce sont des très petites unités qui sont transportées. Alors, ça a un impact direct sur la demande de transport de marchandises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre en général intéressant à partager? Le transport routier intérieur en France, aussi les dernières années, 2017 à 2019, aussi là, on voit une augmentation soit sous pavillon français, soit sous pavillon étranger. On voit qu'en général, le transport routier intérieur a augmenté. Si on regarde les tonnes kilomètres, c'est une direction tout au contraire à ce que Rémi Bastien a fait voir qu'il faut une forte réduction et au lieu de ça, on voit toujours une augmentation continue. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre en 2019, on voit que le transport est responsable pour environ 31% de ces émissions et que les poids lourds et les véhicules utilitaires font un peu plus d'un tiers de ces émissions du transport. Alors, c'est une tranche du transport très important et on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que sont les développements là. Une autre chiffre que j'ai aussi porté à cette intervention, c'est
un changement qui a eu lieu pendant période de confinement, Covid. On voit que une confiance dans les ventes en ligne pour le business to business, alors entre entreprises, quelque chose qui avant était plutôt fait en réel. Aussi là, on voit que ça passe à l'achat en ligne et ça veut dire encore plus de transport routier probablement, ou selon les chiffres qu'on a jusqu'aujourd'hui. Et vous voyez que pour la France, que ce sont aussi plus de 30% des entreprises qui disent que maintenant, ils se trouvent très bien confortables avec la vente en ligne pour les achats. Et c'est encore plus fort dans quelques autres pays. Ça, tout comme on a aussi vu, un impact sur la qualité d'air. Il y a des zones qui sont un peu plus sous pression, des autres un peu moins, mais en général, il y a des problèmes, il faut faire quelque chose et comme on a dit, il faut vraiment assurer qu'on arrive à presque moitié des émissions qu'on utilise actuellement. Alors, comme bilan intermédiaire, on peut dire qu'après une baisse pendant le confinement, la production et la consommation remontent au niveau avant le Covid. On peut aussi dire que le transport routier est déjà aujourd'hui à l'origine de plus de 30% des émissions à gaz à effet de serre. On peut dire que le e-commerce et avec lui les livraisons continuent à se développer et que le transport de marchandises est prévu de continuer à croître dans les années à venir. Ça, tout ça a un impact sur l'air et les émissions et aussi eux, concernant le transport de marchandises, ils sont prévus d'augmenter. Il y a généralement, on dit qu'il y a 5 possibilités pour développer une stratégie vers une décarbonisation. Ça, c'est développé, ou c'est la source de ces 5 points, c'est Alan McKinnon qui a fait beaucoup de recherches sur la décarbonisation du transport. Et les 5 voies sont la réduction, le transfert, l'optimisation de l'utilisation, l'augmentation de l'efficacité et la réduction de la teneur en carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réduction du volume total des mouvements de marchandises, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut essayer de faire. Moins de volume, peut-être un sourcement plus proche à la consommation. Il faut aussi assurer qu'on transfère un maximum de transport de marchandises sur les modes de transport à faible émission. Optimisation, c'est l'optimisation de l'utilisation de la capacité des véhicules. Il faut éviter les transports vides, les transports pas pleins. C'est souvent un problème lié qu'on voit souvent en connexion avec la vente en ligne aussi. Les gens, ils veulent la livraison tout de suite. Alors, on peut bien imaginer tout de suite, ce n'est pas une optimisation selon les volumes, mais sur le maximum du temps, et ça souvent peut résulter dans des capacités pas utilisées complètement. Augmentation de l'efficacité énergétique du transport de marchandises et réduction de la teneur de carbone dans les énergies utilisées pour le transport de marchandises. Là, comme on a déjà vu, il y a la possibilité de passer vers les véhicules électriques. Mais cette liste fait aussi voir qu'il faut réfléchir si la cible de toujours le plus vite est vraiment si c'est vraiment possible de le combiner avec le plus efficace et avec l'optimisation de l'utilisation de nos capacités de transport. Alan McKinnon, il parle d'une approche
10C et j'ai laissé le slide en anglais parce que sinon ça devient difficile avec les 10C. Alors, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement et l'industrie sont vraiment motivés pour passer vers un transport plus durable. Il faut calculer les émissions, c'est très important. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait actuellement, où est-ce qu'on fait des causes des émissions pour après voir où est-ce qu'on peut faire mieux. Il faut développer des objectifs, des targets, des cibles, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut arriver avec nos réductions. Il faut être très précis là il faut moins, mais vraiment être très clair et avoir des cibles très claires. Il faut considérer les options possibles, les 5C qu'on a vues. Comment est-ce qu'on peut arriver à ces cibles qu'on a décidé de réaliser? Il faut la collaboration avec les parties prenantes du transport. Il faut une évaluation des coûts. Vous pouvez bien imaginer que pour une petite entreprise qui utilise un camion, qui peut-être même est acheté en occasion, passer à une voiture électrique, quand il n'y a presque pas des voitures ou des camions électriques sur le marché, c'est très cher et comme ça, presque impossible. Il faut choisir les actions les plus pertinentes pour arriver au target. Il faut aussi considérer un carbon offset. Il faut couper les émissions. Il faut calibrer la stratégie surtout en considération avec les émissions qu'on a calculées et les objectifs qu'on veut réaliser. Il y a déjà beaucoup des entreprises qui ont pris des actions. Il y a des producteurs de voitures, comme on a vu, qui font des efforts. Il y a aussi des entreprises logistiques. Ça, ce sont des données de DHL qui vraiment a fait depuis longtemps des efforts pour passer aux voitures ou électriques, généralement à une distribution de leur service sur une base beaucoup plus durable. Eux, ils disent clairement, le futur, c'est la voiture électrique. Ils ont une cible de passer à 137 véhicules dans la région de Bonn dans les prochaines 3 années, mais ils ont aussi vu les limites de leurs efforts. Ils ont essayé de passer, déjà au début, c'était nécessaire pour DPDHL de développer leur propre voiture, le street scooter. Ce n'était pas prévu qu'une entreprise de logistique commence à construire une voiture, mais au début, il y a 10 ans maintenant, c'était très difficile pour eux, ou impossible pour eux de trouver une voiture adaptée à leurs besoins. Alors, il faut dire que là, le développement des voitures est pour le transport de marchandises pas sur l'auteur de la demande dans le marché. L'autre problème que DPDHL a vu, par exemple, ils ont voulu passer à l'utilisation des vélos cargo électriques dans les villes. Et là, ils ont réalisé qu'en Allemagne, ce n'est pas possible parce que les vélos cargo électriques ils, tombent dans la même réglementation comme les voitures. Alors, dans les zones où les voitures ne sont pas parmi aussi les véhicules électriques de cargo n'avaient pas la possibilité de délivrer. Alors, on voit ici aussi qu'outre, et je vais retourner sur cet argument, outre à des véhicules électriques, si on veut passer à un transport plus durable, il faut changer vraiment notre système de transport
les réglementations au niveau du transport et du trafic. Un autre exemple pour les efforts des entreprises pour passer à un transport plus durable, ce sont ici les efforts de Renault qui ont développé des scénarios pour une smart city avec des véhicules, des concepts complètement innovants qui offrent aussi toute une autre approche à comment organiser le transport de marchandises. Alors, l'amélioration de la durabilité du transport de marchandises n'est pas seulement une innovation du transport de marchandises, mais c'est vraiment une innovation du concept logistique. Tout ça, pour l'optimiser, il faut des systèmes qui soutiennent le chargement, l'utilisation de l'infrastructure pour charger les voitures électriques. Ce n'est pas seulement un changement de système de propulsion, mais vraiment on passe à un autre système, comment agir dans le transport, comment aussi penser le transport. Les voitures électriques ont des autres rayons qu'on a déjà entendus, mais ces autres rayons ne sont pas toujours nécessairement des problèmes. Souvent, c'est vraiment le fait de repenser la mobilité et le transport. Outre les acteurs des entreprises, il y a aussi des villes qui ont fait des efforts énormes pour améliorer la durabilité de leur transport. J'ai quelques exemples: Oslo, London, Grenoble, Zurich, Rotterdam, Copenhague. Ce sont des villes qui ont fait plusieurs efforts. Mais à la fin, ils arrivent, les activités qu'ils prennent, c'est souvent la restriction de l'accès au centre-ville, aux véhicules à émission zéro. C'est vraiment une réglementation que seulement les véhicules électriques ou émission zéro peuvent entrer au centre-ville. Un soutien des infrastructures urbains et périurbains, comme vous savez, à Paris, la cible est d'avoir tous dans le rayon de 15 minutes à pied. Ça veut dire aussi rendre possible aux petits commerces de rester au centre. Le transport durable va outre le véhicule. Il faut des concepts énergétiques intégrés pour l'industrie et les transports. On a déjà vu ça dans l'intervention avant. Il faut des programmes de financement pour soutenir la conversion aux véhicules zéro émission, notamment pour les PME, parce que là, comme j'avais déjà dit, l'achat d'une voiture, une dépense importante, et comme on a aussi déjà entendu, les total cost of ownership, les prix des voitures, mais aussi les total cost of ownership, les coûts totaux des voitures sont plus élevés qu'actuellement, toujours que pour les véhicules diesel. Il faut des programmes d'incitation pour l'utilisation. Il y a déjà des programmes d'incitation pour l'utilisation des transports publics, de covoiturage, du vélo et d'autres solutions de transport durable. Ça fonctionne, mais souvent, c'est limité au centre des villes. Il faut des programmes qui vont outre ça, surtout aussi dans les régions périurbaines. Il faut une multiplication et des infrastructures pour le transport douce. Les villes que j'ai là sur les slides, ils en font déjà. Il faut il faut encore plus des programmes de coopération entre villes, entreprises et régions. Et ce qu'on voit aussi, à la fin, vraiment assez radical, la démolition des routes. Par exemple, à Bruxelles, on parle actuellement d'une réactivation des anciens canaux, mais il y a aussi des autres villes qui sont en train de faire ça. Outre les entreprises,
et les villes, il y a des organisations comme le Transport Decarbonization Alliance qui essayent ou font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir cette accélération de transformation vers net zero emission de la mobilité avant 2020. On n'a pas du temps jusqu'à 2020 à la fin, qu'on a aussi déjà vu. Il faut accélérer les efforts, il faut faire quelque chose. La contribution principale du TDA est d'encourager la coopération entre les pays, les villes et régions et les entreprises pour vraiment développer une vue d'un transport sans carbone et pour profiter bien des synergies qu'on peut déjà réaliser. Comme vous voyez, la France fait part de la TDA. Il y a des autres pays comme les Pays-Bas et le Luxembourg, des régions, des entreprises. Et c'est un groupe vraiment des frontrunners, des partenaires qui sont à l'avance pour réaliser cette cible. Les actions réalisées là, c'est le How to Guide, un guide qui vraiment il est très hands-on, des suggestions pour développer des zones zéro à émission zéro pour le fret dans les villes. C'était présenté en 2020. Une demande d'une production de véhicules de fret à émission zéro en coopération avec un groupe qui s'appelle Action Group Zero Emission Freight Vehicles. TDA est ici engagé là et c'est vraiment une action qui est nécessaire parce que, comme j'avais déjà dit, les possibilités pour les entreprises qui veulent passer aux voitures ou aux camions zéro émission, c'est encore très, très cher et très limité. Les organisations, on a organisé des webinaires en coopération avec les partenaires de l'industrie et autres sur les mesures de CO2. On fait ça depuis 2019 et on a une coopération avec des partenaires comme Police, l'organisation des villes. En Europe, le Smart Freight Center, C40, ETP Alice, World Economic Forum, McKinsey et autres. Les coopérations de ces frontrunners qu'on trouve dans TDA, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi est-ce que ça sert? Quelles sont les cibles? Les membres des TDA participent dans une collaboration vers les recommandations politiques, comme par exemple une demande d'accélérer la production des voitures zero emission pour le transport des frais. On lance des appels à l'action, on développe des rapports et des guides. Par exemple, le Zero Emission Guide, il sera relancé l'année prochaine. On organise des séminaires, des webinaires et des contributions à des conférences. On contribue et oui, on réalise comme ça des échanges dans le réseau de ces frontrunners qui se trouvent dans le TDA. On profite d'une peer-to-peer learning, on peut vraiment best practice, on peut échanger et voir quelles solutions fonctionnent bien, quels sont les obstacles qu'on a rencontrés, comment est-ce qu'on a supéré les obstacles. Et on fait des actions et des initiatives internationales. Il y aura même une présence de TDA à la COP 26 en Écosse en novembre. Et oui, les trois principaux points à retenir, ce qu'on a vu dans tous les travaux dans les dernières de la TDA, les trois points principaux qu'il faut retenir pour les villes et les régions pour accélérer un changement, c'est qu'il faut fixer des objectifs clairs et mesurables. Ça, c'est vraiment important. Il faut aussi établir des réseaux avec des autres pionniers pour faire cette best practice
exchange. Ça, c'est important, soit au niveau local, national et international. Et très important, c'est aussi une fois que ces objectifs sont fixés, il faut développer des stratégies de transition très claires pour atteindre ces objectifs. C'est très important, c'est parce que à la fin, comme j'ai déjà dit, ça ne se traite pas seulement d'une transition des véhicules, mais une transition du système de transport. Ça inclut le secteur énergétique, ça inclut les réglementations du transport, ça inclut le financement des entreprises. Quelle est la conclusion? Il y a les premiers pas sont faits, soit par les entreprises, les villes et les régions. On voit des bons exemples, il y a des approches, des solutions qui fonctionnent. Les innovations des véhicules et technologies sont disponibles et les prix commencent à devenir compétitifs. On a vu ça pour les voitures, il manque encore pour les camions et les vans, mais doucement, ça arrive. Il y a de plus en plus des options et une compétition commence. On voit aussi les premiers prix de voitures sur un marché occasion qui est important pour beaucoup des petites entreprises. Des premières approches innovantes de la logistique sont développées et testées en coopération entre entreprises, villes et distributeurs. Et cette coopération est nécessaire parce que, comme j'avais déjà dit, et je n'arrête pas de répéter, on parle vraiment d'un changement de système de transport. On a aussi vu dans des tests réalisés vraiment dernièrement en Suisse qu'une internalisation des effets externes de transport favorise le passage à des solutions plus durables. Ça sera nécessaire, ça fait part du changement d'un système de transport. La transformation de la logistique nécessite une transformation du système de transport sur la base de la coopération entre industrie, ville, région et pays. Merci. Merci beaucoup, Verena. C'était tout à fait intéressant, très pragmatique et tu as très, très bien illustré la difficulté de ce combat qui est à gagner pas à pas dans la mesure où la logistique représente aujourd'hui le domaine qui croît le plus au niveau mondial. Et c'est bien évidemment un domaine où la question de la réduction des émissions est tout à fait critique. Et comme c'était très, très bien indiqué, c'est à la fois un mélange de technologie, de comportement et puis de refonte de systèmes logistiques complets. Merci beaucoup pour cet exposé. Place à quelques questions. Alors, j'ai vu passer deux remarques dans le chat. Est-ce que l'on peut demander aux personnes à qui ont posté ces informations de les donner là? Oui, bonjour, Violette Auberger. Donc, je suis coordinatrice sur les projets mobilité en milieu rural pour une association qui s'appelle Les Monts qui pétillent. Et moi, je me demandais, en milieu très rural, le fait de passer par de la livraison à domicile, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça a un effet induit de diminuer en fait le transport des habitants eux-mêmes pour aller acheter ces produits et parfois qui demandent un transport assez long en fait. Et je voulais savoir si on avait des chiffres sur cette mobilité déplacée en fait. Oui, merci. C'est une question pertinente, intéressante. C'est difficile d'avoir des chiffres parce que, outre à faire des achats, souvent les achats faits par des gens, c'est aussi une forme de passer du temps. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais vu des chiffres qui vraiment peuvent confirmer un développement soit dans une direction, soit dans l'autre. Ce qu'on sait, c'est que les livraisons à domicile
qui sont après, il n'y a personne qui est à la maison, alors tout doit être retourné. Peut-être il y a un deuxième essai de délivrer. Ça, c'est un problème. On voit aussi que les retournes des marchandises achetées en ligne, c'est un grand problème. Alors, il faudrait vraiment une recherche aussi par secteur de commerce. Hein. Je peux imaginer que dans la livraison des alimentaires, là, on peut remplacer des trajets faits par des individus, par des livraisons, mais dans des autres secteurs, on voit que l'achat en ligne, oui, c'est surtout les retours et les livraisons aux maisons où après ils ne peuvent pas être déposés. Et les gens prennent en lieu la voiture pour aller chercher la livraison dans le local hub. C'est compliqué. Ce sont des systèmes très complexes. Actuellement, un des plus grands problèmes aussi de la vente en ligne est qu'on n'a pas comment est-ce que je peux dire, chaque organisation logistique fait ses propres livraisons. Alors, comme j'avais déjà dit, souvent les camions, les vans, ils ne sont pas pleins parce que dans une certaine rue, quelqu'un veut livrer quelque chose dans une certaine rayon de temps et ça veut dire livraison tout de suite, mais alors il y a plusieurs livraisons dans la même rue, peut-être même dans la même maison pendant une journée parce que ce sont différentes entreprises qui font la livraison parce qu'il y a différentes formes de contrats avec quelle vitesse il faut faire la livraison. Alors, c'est pas, it's not straightforward. Désolé. Mais le sujet est important et pose plus largement la question de la mutualisation, qui est un vrai sujet dans la logistique. Alors, on pourra peut-être parler de mutualisation. Il y avait une deuxième intervention dans le chat sur la fourniture d'électricité. Est-ce que M. Thévenon peut poser sa question? Oui, bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Monsieur Thévenon, la Fédération des usagers des transports, mais plutôt voyageurs que fret. Oui, je posais la question, mais c'était plutôt pour le précédent intervenant. C'était la saturation des réseaux. Ça avait été évoqué lors d'une précédente conférence par Enedis, je crois, ou EDF. La saturation du réseau électrique. Mais en ce qui concerne la logistique, c'est peut-être pas une question, mais plus une observation. En Auvergne, on s'acharne, parce que nous, FNOT, nous avons un avis à donner, on s'acharne à supprimer beaucoup de nombreuses installations embranchées ferroviairement. Et alors, je citerai Saint-Pourçain, Moulins, Ladoux, le Gravenche, le Brezé. Est-ce que ces installations branchées ferroviairement n'ont pas d'avenir? Ferroviaire. Oui, ferroviaire, oui, tout à fait. Il y a des efforts de... Bon, alors, je sais qu'en général, on essaye de transférer du transport sur les solutions plus durables. J'ai déjà dit ça. Dans ce contexte, au niveau européen, on essaye même de réactiver des connexions ferroviaires qui étaient négligées dans le passé. C'est un peu différent en France qu'en Allemagne. En Allemagne, le problème, c'est que le réseau ferroviaire est déjà saturé et augmenter le transport de marchandises
dans le ferroviaire a aussi le problème que, par exemple, actuellement, les trains de marchandises, ils poussent avec ils bougent avec une vitesse d'environ 30 km par l'heure. C'est difficile là de faire concurrence au transport routier. Et si on augmente encore soit le transport des passagers, soit de marchandises sur le chemin de fer, ça va ralentir encore le transport. Dans les dernières années, on a tous toujours cherché un transport plus confortable, plus vite. Ça serait l'autre direction. Alors pour ça, la saturation des réseaux, ce n'est pas un problème seulement sur le réseau routier, mais aussi sur le réseau ferroviaire. Mais sans doute, il y a encore la possibilité d'augmenter, d'améliorer l'utilisation du réseau. Par exemple, il y a aussi la possibilité de passer aux voies navigables, de réarranger le transport ferroviaire, parce que, oui, comme vous dites, le réseau routier, là, c'est vraiment outre les limites.